plateau de On en fait tout un cinéma. Ravi de vous accueillir ici, cinéphile, pour parler des films à l'affiche. Et oui, on est allé voir une palette de films totalement différente. Et vous allez pouvoir également donner votre avis dans l'émission, puisque vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook. Et oui, parce qu'on est sur Facebook, on est sur YouTube et on est sur Instagram. Voilà, des petites pastilles vous sont diffusées au fur et à mesure des semaines, et on vous donne rendez-vous avec l'émission complète, voilà, pour vous donner nos avis critiques sur tous ces films qui sortent toutes les semaines. Sont de plus en plus nombreux en plus ces films, donc il faut faire des choix, c'est pas forcément facile. On va peut-être vous aider avec cette émission, et vous l'avez compris, ils sont tous là en plateau une nouvelle fois pour parler de plein de films sortis ces dernières semaines. Et Jérôme est avec nous. Salut Jérôme, bienvenue à tes côtés. Cécile, bienvenue à toi également. Benoît est avec nous pour cette émission. Et Fred est là également. Bienvenue à tous les quatre et bienvenue à vous. N'oubliez pas que c'est une émission critique. Ce sont des avis qui n'engagent que nous. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est normal. On ne voit pas le même film. C'est vrai que moi je peux voir ce film aujourd'hui, puis je le reverrai demain. Peut-être que je me dirai que j'étais mal luné hier. Le film n'était pas si mauvais. Ou l'inverse. C'est plutôt l'inverse d'habitude, mais bon. Voilà, vous êtes parés, vous avez tout ce qu'il faut pour être avec nous. Vous prenez le ticket d'entrée et direction la première salle dès à présent pour parler cinéma. Ça va tous les quatre? Parfait. On est tellement contents de te voir. Oui. Ah, ça faisait longtemps. Vous nous avez manqué. Ah oui, ça fait longtemps. On a dit on ne bouge pas, on reprend les mêmes places, on s'habille pareil et on recommence. C'est parti. Et direction la salle numéro 1 avec un film vu par Jérôme et Benoît pour commencer ce film. On vous a pas mis l'un à côté de l'autre pour rien avec The Insider. Et le film est sorti le 12 mars dernier. C'est un thriller d'espionnage anglais réalisé par Steven Soderbergh. On aime bien Steven, avec Michael Fassbender, encore Kate Blanchett. On en reparlera de Kate Blanchett, mais il faudra retrouver le titre du film, parce qu'il y a un autre film qui va sortir là. Je voulais faire ça parce que j'ai vu un flash quand on voit Kate Blanchett. Maintenant je la vois plus que dans ce film là, où c'est le G7. Le G7, on l'a vu. Celui qu'on a vu à Gérardmer. Celui qu'on a vu à Gérardmer, entre autres. Mais là on parle de The Insider, le film d'espionnage allaitant qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et de sa femme Catherine. Et lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant: protéger son mariage ou défendre son pays. Stephen Soderbergh est donc de retour à Steven Soderbergh. Repeat after me. Steven Soderbergh. J'arriverai pas, c'est pas la peine, c'est comme ça. Écoutez, on a un retour du réalisateur sur grand écran, tel qu'on le connaît. C'était vous de me le dire dès à présent. Jérôme, Benoît, qui prend la parole pour commencer? C'est Jérôme. Un petit thriller sympa de Steven Soderbergh. C'est pas compliqué. Non, c'est pas très compliqué. J'ai pas le décodeur, la carte SD, elle a pas voulu rentrer. Qui a enchaîné d'ailleurs deux petits films comme ça très rapidement. Présence, qu'on avait vu à Gérardmer aussi, et donc The Insider. En fait, c'est un film, c'est un thriller d'espionnage qui ne repose que sur ses acteurs et que quasiment sur leur jeu et l'écriture des dialogues. C'est vrai que le concept de départ est quand même sympa. Il y a un traître, on ne sait pas lequel, et en plus, il se pourrait que ce soit la femme du personnage principal. Et en gros, tout le film, il faut découvrir qui est le traître. Et puis il y a du double jeu, il y a des mensonges, mais qui ment, qui a menti sur ses mensonges, et ainsi de suite. Enfin bref, alors. Oui, faussement compliqué, parce qu'en vérité, une fois qu'on a le dénouement, c'est pas si tordu que ça. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que c'est bien écrit, c'est relativement bien interprété par tout le monde aussi. Même si Michael Fassbender a quand même un peu le défaut d'être très monolithique dans le rôle. Alors, disons que je lui reprocherais pas si c'était le rôle qui voulait ça. Le problème, c'est que je le vois quand même souvent comme ça, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça sympa en fait. C'est un petit film simple qui coûte pas cher, avec juste une bonne écriture. C'est pas un chef-d'œuvre, mais juste ce qu'il faut pour que je passe un bon moment, pour que je sois captivé par le truc et que j'ai envie de savoir qui est le traître. Alors petit film d'espionnage, oui, là je suis d'accord avec toi. Pour le reste, déjà on a une bande-annonce qui est très trompeuse, qui nous annonce un film d'espionnage avec de l'action, et en fait il n'y a pas d'action du tout. C'est pas ça. Non, pas du tout. C'est des longues scènes dialoguées
pour certaines qui n'en finissent pas. En termes de mise en scène, on est vraiment service minimum, hein, on est d'accord. Oui. Et on est dans le film d'espionnage, dans tout ce qu'il a de plus glamour, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est impeccablement vêtu, ils habitent dans des intérieurs magnifiques avec des grands panneaux de verre, tout le monde est tiré à 4 épingles, les discussions, c'est toujours tout le monde est assis, posé, etc. Bref, moi très vite je me suis ennuyé dans ce film-là et j'attendais pas du tout ça, je m'attendais vraiment à ce qui est du ressort dramatique. Et en fait c'est un pur whodunit. On est dans une partie de Cluedo où on sait que tout ce qu'on va nous raconter va nous mener en bateau pendant 1 heure et qu'on saura le dénouement à 5 minutes de la fin. Et le problème, c'est que à partir de là, il y a pas trop de surprises, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut nous raconter, ça changera rien. On nous amènera là où on veut nous amener. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça interminable, quoi. Très ennuyeux. Parce qu'en plus, c'est court, ça dure moins Oui, d'une heure et demie, je justement, crois. moi, les 1h30, je les ai sentis passer, quoi. Ah, c'est fou. Ah oui. Alors, Cate Blanchett est très belle, Michael Fassbender est très beau aussi. Ils sont tous très bien habillés. Tout est fait pour qu'on se sente bien dans le film-là, sauf que le scénario, malheureusement, ça tient pas la route. Donc, décevant. Mais Soderbergh, il est quand même un peu en perte de vitesse, quoi. Depuis une paire d'années, je trouve que on est loin des grands films qu'il a pu faire par le passé. Je pense qu'il a plus trop la carte Hollywood et il doit se contenter de ce genre de petits films, quoi. C'est pas déshonorant, mais voilà. Il y a le temps de Ocean Eleven, quoi. Ouais, très loin. Oui. Ah oui, non, assez loin. Moi, ce que j'apprécie dans la démarche, même si, franchement, je suis assez d'accord avec une partie, voire presque tout ce que tu dis, ce que j'apprécie quand même dans la démarche, c'est que c'est un film qui coûte pas cher, qui est vite écrit probablement, vite tourné, et en fait, c'est un type de film qu'on voit assez rarement, je trouve, finalement, qui avait un peu disparu, et donc moi, pour moi, ça fait le job, en fait. Moi, j'ai vraiment apprécié. Plutôt un film qui aurait une place sur les plateformes, quoi. Oui, à la rigueur, parce que on parle de films d'espionnage, mais je vais te dire, tu changes le sujet. C'est sévère. Tu peux faire un film de ce que tu veux, quoi, à la place de l'espionnage. C'est pas complètement faux, oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas vraiment d'espionnage, quoi. Ça pourrait être une... deux, toi, hein. C'est super, et puis... Non, mais c'est, en fait, il a pris du plaisir, mais il reconnaît qu'il n'y a pas que des qualités. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'apprécie vraiment le positionnement du film, et puis, moins d'1h30, tu m'as pas pris en otage, tu m'as proposé un truc qui tient la route. C'est tout ce que je demande, en fait, et ça fait du bien. Mine de rien, je trouve que c'est rare. C'est rare. Et voilà, la note 3,1 sur 5 sur Allociné. Est-ce que ça va être meilleur ici en plateau? J'imagine que ça va bien être divisé forcément à 2,5 pour ça va. Mais Jérôme 3,5. 3,5. 3,5 quand même. C'est quand même, t'as mis la moitié. Ouais, mais c'est pas un navet, quoi. Je veux dire, il y a une forme d'élégance dans le film là, ça joue pas mal. Mais voilà, le scénar est pas ouf, quoi. Et c'est pour ça que sinon j'aurais mis 4. Juste, je referme la parenthèse sur Kate Blanchett, c'était dans Rumors. Ah, Rumors, oui, c'est ça. Qui est sorti là, tout dépend de quand cette émission sera diffusée. Mais il est sorti là, ces quelques jours, voilà. C'est très bizarre. On le recommande, Rumors? Non, on le recommande pas, hein, merci. Vous pouvez quand même. Oui, n'hésitez pas. Il y avait quelque chose de ça, sur le papier. Il y a un bon concept. Il y a un bon concept, mais bien sympa. Mais il aurait fallu être dans la grosse comédie, un plus gros déconne, parce que c'est vraiment très bizarre. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une future émission avec Brigitte, peut-être, qui sera allée voir ce film pour nous, je pense. Voilà, qu'on salue donc Brigitte. Oui, dans la prochaine émission. C'est vrai. Voilà. On continue. Autre salle, Cécile. On va aller dans une autre salle, justement, avec toi, avec un film qui s'appelle Deux Sœurs. C'est une comédie dramatique réalisée par Mike Legg, avec Marianne Jean-Baptiste, Michel Austin ou encore David Weber. Oui, c'est alors ça Mike Lee. C'est Mike Lee? Oui, qui est ce réalisateur. Mais c'est pas ce qui est écrit sur la c'est comme avec l'allemand. Mais c'est ça. On va préciser que tu as séché quasiment tous les cours d'anglais. Allemand, d'anglais. La langue, c'est pas pour moi. C'est tout. Alors Mike Lee, cinéaste social britannique, qu'on compare souvent à Ken Loach. Il a 81 ans aussi, comme Robert De Niro, comme Sylvie Vartan. Beaucoup de vieux. Regardez l'émission précédente. Donc, avec Marianne Jean-Baptiste, qui est une actrice avec qui il travaille depuis les années 1990, et puis qu'on avait vu dans Secrets et mensonges. C'était vraiment donc un très beau film. Donc là, Marianne Jean-Baptiste, elle revient, et elle est pas sympa. Elle joue un personnage
mais déplaisant au possible. Qui rejette tout le monde, alors qui est dans un intérieur mais briqué, astiqué, bon il faut rien bouger, bon elle vit avec un enfant obèse bon qui a 23 ans qui fait rien de sa vie, donc un mari qui est plombier et elle passe son temps à les outpiller et puis elle outpille tout le monde. C'est un personnage très déplaisant qui provoque le malaise, un personnage pas aimable au Limite sens propre. pathologique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et alors forcément, il y a quelque chose qui va pas. Alors elle a une sœur qui est tout l'opposé. Et donc on va raconter cette sororité. Mais on ne saura rien. On sait pas ce qui se passe en fait. On sait pas ce qui se passe dans la psychologie de cette femme. Et moi, je me suis, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Après, il y a une ambiance. On voit bien le Londres. C'est plutôt agréable, mais Mais je sais pas. C'est pas ouf. Quoi. Ben, ça m'a décontenancé, ça m'a décontenancé, et puis ça m'a mis mal à l'aise. J'aime pas ne pas aimer les personnages, et puis qu'il n'y ait pas du tout de rédemption, enfin bon, c'est le contraire de Be Happy, c'était un film avec Solly Hawkins, où là on avait un personnage complètement à l'opposé, qui était contente pour tout, qui était un peu une rabie de la crèche, oui, de Mikey aussi, et on est complètement dans le film. Il n'a pas fait énormément de films, hein, on parlait de Ken Loach, lui il en fait un quasiment tous les ans, alors que Mike Lee c'est... Oh, c'est tous les 5 ans, les 5 ans. Il y avait eu Turner. Bah, Turner, pareil, on avait un personnage qui n'était pas du tout agréable. C'était la vie du peintre du XVIIIe siècle. Il n'est pas sympa avec ses personnages, Mike Lee. Il ne leur laisse pas beaucoup de chance. Voilà, bon, c'est une petite déception. Il n'avait pas beaucoup de budget, il l'a dit aussi, donc il n'a pas pu faire le film non plus qu'il voulait. C'est un film assez court, pour tester des mondes. Ah oui, avec plus d'argent, ils n'auraient pas pu être c'est ça. sympathique ou pas, je sais pas. C'est bizarre. L'argument est bizarre. Voilà, 2 sœurs, peut-être à découvrir, puisque la note hallucinée pour les spectateurs, elle n'est pas si dégueulasse que ça. 3,2 sur 5, plus que la moyenne, c'est sympa. Oui, alors, mais peut-être que j'ai pas compris. Peut-être que j'ai pas compris. Peut-être que j'ai pas compris, je mets 3 parce que Mike Lee, je l'ai beaucoup aimé. Donc, bon, voilà. C'est ça, t'aimes ce réalisateur. Un petit 3. Un petit 3, c'est pas dégueulasse quand même. Ouais. Bon, tout simplement, on passe à un autre film vu par Benoît, justement, cette fois-ci. Ça s'appelle Le Garçon, c'est sorti le 26 mars dernier, comédie dramatique française, réalisée par Zabou Bretman et Florent Vassault, avec Damien Sobriaf, Nicolas Avigné, Isabelle Nanty et François Berléand, parce que c'est le couple duo qu'on peut voir sur l'affiche du film. Et ici, le film suit une enquête familiale et vertigineuse où réalité et fiction se mêlent jusqu'à se confondre parfois. Et Benoît, est-ce que... Oui, parce que tout ça veut tout dire et pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on est déjà, il faut préciser, on est dans un documentaire dans lequel on a rajouté de la partie fictionnelle. C'est ce que j'allais dire, ça mixe les deux. Donc, on part, le point de vue de départ, c'est Zabou Bretman, dans une brocante, découvre des photos de famille, un lot de photos de famille qui est vendu, elle les achète, elle découvre à travers ce lot, donc c'est un nombre de photos assez considérable, l'histoire d'une famille. Elle se dit, j'ai envie de m'intéresser à cette famille, j'ai envie de savoir qui sont ces gens, et donc elle va partir, elle va mener une enquête en compagnie du réalisateur avec lequel elle travaille, et parallèlement, elle va faire jouer par Berléand et donc Isabelle Nanty des dialogues imaginaires de personnages qui seraient censés être ceux de cette famille-là. Donc ça donne un film assez hybride, assez original, mais qui fonctionne par contre pas du tout sur la partie fictionnelle. Par contre, au niveau du documentaire, je trouve que c'est très intéressant de partir à la découverte de gens qu'on ne connaît pas. En plus, ces photos-là, c'est des photos qui pourraient être celles de nos familles. C'est ces petites photos carrées comme ça, qui ont bien jauni dans le temps, où on voit toute la famille attablée, lors d'un repas de famille, etc. Et je trouve qu'on est pris par cette histoire, parce qu'on va découvrir déjà des personnages étranges, un peu attachants comme ça, et qui vont révéler des secrets au fil du temps, au fil de l'enquête. C'est-à-dire qu'elle va découvrir des anciens voisins, elle va partir dans le village où habitait cette famille-là. Et on se laisse prendre par cette histoire-là. Donc c'est un film à moitié réussi, j'ai envie de dire, mais qui est suffisamment original pour qu'on s'y intéresse un petit peu. C'est ça, voilà. Ça mérite au moins d'être original. Ça mérite d'être original dans le cinéma aujourd'hui. Et c'est un beau projet à la base, qui n'est pas complètement réussi, mais... on se laisse prendre. Quoi. On se laisse prendre. Ouais. Zabou Bretman, la note spectateur hallucinée pour ce film, Le Garçon. 4 sur 5. Et ça sera 3 pour Bibi. Bibi 3, oui, c'est pas mal quand même. Voilà,
semi-documentaire et voilà, fiction comédie dramatique. Ouais. Isabelle Nanty, François Berléand, casting sympa quand même, donc à découvrir. On passe à une autre salle maintenant, c'est Jérôme qui est allé voir pour nous Better Man, sorti le 22 janvier dernier. C'est un biopic musical anglais réalisé par Michael Gracie avec Robbie Williams dans son propre rôle, mais on ne le voit pas. Tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants, vous allez découvrir la bande-annonce et les visuels du film. Et ce film retrace donc l'ascension de Robbie Williams, de ses débuts avec Take That à sa carrière solo, explorant ses luttes personnelles et professionnelles. Et Robbie Williams a avoué, voilà pour l'anecdote du film, que certaines scènes étaient si émotionnelles qu'il a eu du mal à revivre tout ça pendant le tournage. On regarde la bande-annonce pour se donner, parce que je pense que là il y a besoin de voir quelques images de ce film. On en reparle avec Jérôme dans une seconde. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way, because I don't see myself how others see me. For the next 2 hours, your ass is mine! To be honest, I've always been a little less evolved. I don't wanna rock, so let's take it from the top, shall we? I sit and wait. My dad was well enamored by the stars of the day. You can't learn it. You're either born with it or you're a nobody. There's an angel. Don't want to be a nobody. Contemplate my fate. You're enough. The places where we go when we're gray and old. You got in? You're in that band? Take that! Et voilà, nous revoici sur le plateau. C'est vrai que tu le disais si bien. Bah oui, beaucoup de singerie, je trouve. Beaucoup de singerie. Sauf que ça marche moins bien quand tu Ouais, le dis mais une c'est fois. Voilà. C'est ce qu'on attendait. Jérôme, tu allais le voir, mais Cécile s'est rendu compte pendant la bande-annonce qu'elle l'avait vu aussi. C'est incroyable. C'est Comme cool. quoi le film, des films, ils ne marquent pas Bah, ça, c'est avec ça. leur titre. Mais tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Jérôme, alors, Robbie Williams, ça vaut le coup? Le singe, ça vaut le coup? Ouais, j'ai adoré et j'en suis le premier surpris. Oui, parce que en fait, Robbie Williams, moi je m'en fous en fait à la base. Non, pas du tout. Et c'était pas ça qui m'intéressait. J'étais curieux du concept du film. Pourquoi faire un biopic sur lui-même, parce que c'est un peu lui qui est aux commandes, mais où dans le film il est un singe. Alors déjà bon. Sur le papier, ça donne pas envie, franchement. Ouais, oui, visiblement. En tout cas, même- c'est ce que même le en public, bande-annonce, c'est ce que le public a décidé, parce que très peu de gens ont été le voir. Le film a coûté assez cher, ça a fait un four terrible. Et moi, c'est dommage parce que j'ai adoré. L'origine du concept, c'est que apparemment Robbie Williams, quand il parle de lui-même, il dit souvent j'étais vraiment un singe, tu vois, des choses comme ça. Et donc c'est le réalisateur avec qui il s'entendait très bien. Ils se sont dit bah tu sais quoi, on va aller au bout du truc et dans le film tu seras un singe. Voilà. Et donc c'est un autre acteur qui joue le rôle de Robbie Williams pendant à peu près tout le film, sauf la scène finale. Mais de toute façon, ça fait pas de différence parce que nous, tout ce qu'on voit, c'est toujours un singe. On ne voit jamais le vrai visage de Robbie Williams dans tout le film. Par contre, ce qui est fou, c'est que donc c'est un biopic qui est plutôt rock'n'roll dans le sens où il va quand même beaucoup traiter des mauvais côtés de Robbie Williams. Il est impulsif, colérique, cocaïnomane, complètement junkie, alcoolique, et ça on va presque plus parler de ça, ouais, mais que de ses réussites finalement. Et donc ça c'est ma grande surprise. Alors je sais qu'il y a des doutes sur la sincérité de la démarche de Robbie Williams. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il fait pas ça pour nous tirer un peu les larmes et tout? C'est possible, mais en tout cas sur moi ça a fonctionné parce que moi je connaissais rien de son histoire, vraiment que dalle. Et franchement, je me suis laissé porter par le truc. Il y a des scènes qui sont incroyables et pourtant je déteste les comédies musicales, mais il y a des scènes de pure comédie musicale. C'est le même réalisateur que The Greatest Showman, Oui, qui est un film que j'ai détesté. C'est dit. Mais il y a des scènes qui sont incroyables. Il y a une mise en scène des morceaux de Texas, surtout. Il y a un morceau de Texas dans les rues de Londres Qui sort dans la... qui est incroyable, incroyable. C'est un des trucs les plus bluffants que j'ai vus ces dernières années, vraiment.
En fait, il y a une mise en contexte d'ailleurs de quasiment tous les morceaux, c'est-à-dire que il y a des réinterprétations de tous ces plus grands tubes avec un contexte qui n'est pas forcément celui des morceaux de départ, mais en tout cas c'est bien intégré dans l'histoire. On se laisse porter par le truc. Enfin moi j'ai été ému, très ému par certains passages. J'ai éclaté de rire à d'autres. Il y a d'autres moments où il m'a mis en colère parce que je me dis mais c'est vraiment un sale type. Enfin on passe par toutes les émotions. On est bluffé par la mise en scène, il y a des superbes morceaux qui marchent très très bien dans le contexte du film. Enfin, pour moi, c'est un grand film qui est complètement passé à côté du public et de tout le monde. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un super film. Vraiment. T'as acheté toute la discographie. Non, non, mais dans le film, ça marche du tonnerre, quoi, vraiment. Même le singe, du coup. Ah bah c'est, on l'oublie complètement. C'est difficile quand même. Quand tu vois la bande-annonce comme ça, tu dis comment tu arrives à rentrer dans le film. Les 5 premières minutes et après tout. C'est peut-être ça aussi, tu vas peut-être être d'accord aussi avec ça, peut-être que le défaut du film, parce qu'il n'a pas fonctionné, c'est que du coup le public, si on aime Robbie Williams, on veut voir Robbie Williams. Probablement. Voilà, physiquement, je sais qu'il a eu sa gloire et tout, donc peut-être que c'est ce qui manque dans le film. Je sais pas, ton avis, Cécile? Moi j'ai adoré. Ah. Mais moi je suis une grande fan de Robbie Williams. Moi c'est ma cam parce que moi je suis public cible, hein, tu vois. Pardon? Tu aimes les singes? Mais oui, mais bien sûr. Les singes, j'adore. Moi, j'ai tous les albums de Robbie Williams. J'ai écouté ça dans la voiture. Moi, j'ai des coups de shot en matière musicale. Non, il y a des bons morceaux. Alors, moi, Take That, je connaissais pas, mais toute sa carrière solo, vraiment, je connaissais bien. Alors, pour le singe, moi, je l'ai entendu dire sur un plateau de télévision qu'ils avaient aussi décidé de ça pour faire parler les médias, que ce serait une accroche aussi, un argument marketing. Alors, ça a vachement marché. Alors, c'est vrai que moi aussi j'hésitais. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Au bout de 2 minutes, on y est tout de suite. Moi, ce qui m'a beaucoup ému dans ce film, c'est la relation avec son père. L'admiration qu'il avait pour les crooners, Sinatra, il y a quelque chose de vraiment émouvant. Il y a une séquence finale que je ne dévoilerai pas, mais qui va redonner, qui va tout expliquer en fait dans son rapport à la musique avec son père. Et alors justement les séquences de comédie musicale, mais magnifiques. Alors quand ils sont dans la rue là, dans Oxford Street, c'est fou. Alors moi je l'ai repris avec les élèves le lendemain. Je suis professeur avec des élèves et j'étudiais la comédie musicale. Et j'étais en train de travailler sur Chantons sous la pluie. Je dis, mais vous voyez, la comédie musicale, ça peut être ça aussi. Et je leur ai passé cette séquence qui est admirable, quoi. Mais ça, magnifique. Quand on n'aime pas la comédie musicale, ce qui est mon cas, parce que Jérôme l'a dit, j'aime pas. On peut aimer. Ah oui, c'est complètement intégré et c'est magnifique. Hein. Moi, ça marche bien. Ah oui, ça marche bien. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fonctionné. Ah oui, vraiment. Quel intérêt de faire un biopic sur un chanteur qui est encore en vie et qui va lui-même superviser son film? C'est un délire d'égo, mais terrible. C'est ça qui m'a pas attiré. Moi, dans le truc, en plus, avant ce film, il avait sorti un documentaire sur Netflix en je ne sais combien d'épisodes où il parlait de sa vie. Déjà, il racontait tout. Quel intérêt derrière d'aller faire un biopic? Je veux dire, je comprends pas le délire. Il est encore jeune, il est encore en bonne santé. Ah non, il est pas jeune, hein. Il est pas jeune, il a plus de 50 ans. Non, mais parce qu'à 50 ans, on est vieux. Non, mais non, il a pas 80 balais, quoi. C'est pas si Vincent. C'est pas si. Non, mais il est encore jeune. Il a encore plein de choses à proposer, je pense. Et il a encore plein de choses qu'il peut faire. Et je vois pas l'intérêt de faire un biopic à son âge. Alors oui, peut-être, il a des choses. Non, mais c'est un truc cathartique, tu vois. Il a besoin de. C'est comme un influenceur qui, à 23 ans, va te sortir une biographie de sa vie. Il y a Jordan Bardella aussi. Oui, non, mais j'ai pas envie de parler. Mais pareil, ça n'a pas d'intérêt. Enfin voilà, qu'on fasse un biopic sur un chanteur décédé, qu'on raconte sa vie, éventuellement, je veux bien. Mais que lui-même se dise, tiens, je vais faire un film sur ma vie, je vais raconter ce que moi, et je vais, en plus, ça se trouve,
il dit ce qu'il veut dedans. On la connaît pas, sa vie, mais donc ça se trouve. déjà, il est loin d'embellir les choses. Hein. Non, C'est non, ça qui est vraiment. intéressant, Ouais, c'est, ça se trouve, pas. il met des trucs parce qu'il a fait pire à côté. Bah, je me demande comment. Parce qu'il Mais va faudrait loin, que tu quand le même. vois, Fred. Mais Faudrait que tu le vois. j'adore Robbie Williams. En plus, j'étais le voir en concert en Suisse il y a, il y a un paquet d'années. J'aime bien ce qu'il fait. Tu devrais le voir. J'ai ses Ouais, albums. ouais. Je sais que je devrais le voir. Mais va le voir. J'étais Va le attiré, voir. mais à la base, déjà des biopics, je commence à en souper. Depuis justement, on en avait parlé dans l'émission précédente. J'avais pas aimé Bohemian Rhapsody, mais depuis ce film-là, ils nous les enchaînent. Ils en font pour tout le monde, pour tout et n'importe quoi. Et Attends, Michael Jackson arrive. Non, Celui de l'abbé Pierre, je suis désolé. je parle d'un biopic musical, monsieur. Non, si voilà. ça peut te rassurer, pour moi, il y avait un côté un peu Rocketman. Il me semble que t'aimes bien Ouais, j'aime Rocketman. bien Rocketman. Et ben pour moi, ça m'a Oui, fait penser ouais. à Rocketman parce que D'accord. franchement, il y a des envolées, et Oui. puis c'est pas Robbie Williams qui chante dans le film, c'est le jeune acteur dont on voit pas le visage, mais voilà, il ne chante que le tout dernier morceau du film. Mais donc il y a beaucoup de points communs avec Rocketman. Je Vraiment. le verrai, mais j'avais pas envie de courir en salle pour le voir. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui a rebuté Mm. certaines personnes. Il faut le voir sur une plateforme. Bah ou j'attendrai qu'il passe à la télé. Ouais, mais en salle, bon on se laisse dimanche emporter après-midi. par. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, on va voir la note spectateur halluciné, 4,1 sur 5. Ah oui. Belle note également. Et en plateau, on a Oh le là là. summum, le 5. Il faut vraiment faut que je fasse quelque chose ici. Quand il y a un 5, il faut qu'il y ait une musique, il faut qu'il y ait des étoiles. Ah oui, oui, faut que ça y ouais. est. Et tu devrais- Attends, Il faut inviter Robbie Williams. Le voilà mon gars. Ta, 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 il est ta. possible, vu la liste, il est possible que je t'en mette un avant la fin de l'émission. Un 5. Ah, tu m'as fait peur. Je vais t'en mettre une avant la fin, tu vas voir. Ils font une émission de merde, hein. Mais vu la liste, il est possible que je t'en mette un aussi comme ça. On regarde vos notes, du coup 5 pour notre Cécile et 4,5. Bah oui, oui, oui. Ils ont adoré. Ah oui, Fire oui. Bars of Quelle Better Man. surprise. Ouais. Ouais. Ça donne envie aussi. Ah bah ouais, moi je vais le regarder. Hein. Bah, du coup, je pense qu'avec vos critiques, ce que vous venez de dire et d'avoir défendu tout ça, je pense que ouais, ça donne les bons arguments pour découvrir le film. Est-ce que vous, ça vous a donné envie? Dites-le en commentaire, bien entendu. Je vais attendre qu'il passe sur RTL 9. Ah oui, quelle belle époque. Ah bah écoutez, on va changer d'ambiance et on va voir un nouveau chef-d'œuvre ici. Blanche-Neige est de retour. C'est Fred qui nous en parle. Le film est sorti dans les salles le 5 mars dernier. On en a beaucoup entendu parler, que ce soit avant, pendant la production et malheureusement également pour sa sortie du film. C'est une comédie musicale en live action réalisée par Mark Webb avec Rachel Zegler et Wonder Woman. C'est super Gal Gadot. bien en fait. Dis Gal Gadot. Gadot. Gal Gadot. Tout doucement. Faut pas Alors s'énerver, même on tout dit simplement. Gal Gadot en fait. Oui. Ah ouais? Ouais, on dit Gal Gadot. Ah bah c'est moche. Hein. Mais c'est moche. On va rester sur Gal Gal Gadot. Gadot. C'est une réinterprétation, on peut le dire, hein, du conte moderne et classique que Disney connaît bien, puisque c'était son premier long métrage, et un chef-d'œuvre encore aujourd'hui. Eh bien, ils ont décidé de le massacrer. Moi, je ne vois pas du tout le film, mais bon, c'est ce qu'on en a beaucoup entendu parler. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et tu vas nous dire tout simplement si Blanche-Neige, elle est sympa, si la méchante reine aussi, et la pomme dans tout ça. Aïe, 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 Et les aïe. 7 nains, Donne ta qui ne note sont plus directe. des nains, enfin, c'est compliqué. Hein, Il n'y a rien à Y a sauver. rien. Il y a rien à sauver. Ah oui, vraiment rien. Absolument rien à sauver. On pourrait se dire, ouais, c'est l'univers c'est Disney, c'est l'univers de Blanche-Neige, ils auraient pu faire un effort, les décors c'est du carton-pâte, c'est moche. Rachel Zegler, elle chante bien, mais qu'est-ce qu'elle joue comme un pied, Gal Gadot. Plus les films avancent, plus elle prouve que c'est une actrice, mais plus que médiocre. Elle est mauvaise en méchante, mais c'est terrible. Et je ne sais pas qui à Disney, en regardant, parce qu'ils ont dû faire plusieurs concepts pour les nains, ils ont dû réfléchir un petit peu, ils ont dû proposer plein de trucs. Qui est le mec? Je veux le nom de ce mec qui a dit, on va garder ceux-là parce que je suis sûr que ça va cartonner. C'est moche! Mais c'est moche comme pas possible. Non mais pour les nains, je rebondis parce que ça a été changé. C'était Oui. pas ça du tout Ouais, non, dès mais le même, début. Ils voulaient pas mettre des nains, donc c'est pour ça que ça s'appelle pas Blanche-Neige et les 7 nains. Ils ont retiré complètement les nains parce qu'ils assumaient pas du tout. Oui, parce évidemment, qu'en plus, c'est même pas l'idée des de nains. remettre des nains. Non, ils Non. ont changé, ça devait être... C'est même pas des Je sais nains, plus, en parce fait. que ça devait être de base, enfin, c'était pas du tout des nains. quoi. Non, c'est pas des nains, mais en plus on a c'est des comment ils lutins, s'appellent ça, comme des petits Oui, lutins, c'est des quoi. lutins, c'est des lutins magiques, ils ont des petits pouvoirs, Parce que c'est les nains font merveilleux. peur. Hein, souvent. Mais il y a eu de toute Sérieusement. façon polémique sur polémique par rapport à ce Bah, film-là. la première polémique, c'est l'actrice qui avait été choisie déjà. Oui, l'actrice qui a été choisie, c'est pas Blanche-Neige parce qu'elle a des origines Voilà, pas
sud-américaine, etc. Ensuite, il y en a une qui est israélienne et l'autre qui défend, enfin voilà, Gaza. Enfin, voilà. Elles étaient super copines au début, puis quand il a commencé à y avoir le conflit israélo-palestinien qui s'est réveillé, on les a plus du tout vues de faire de la promo ensemble. Elles s'aiment plus du tout, ces deux-là. Il y a donc Peter Dinklage aussi, qui est l'acteur de Game of Thrones, qui donc joue la personne de petite taille et qui a dit bah il fallait engager des vrais nains pour machin, nous aussi on sait jouer, blablabla. Et puis finalement ils nous ont fait ces espèces de lutins en 3D qui sont affreux, mais voilà. On va regarder un petit extrait quand même. Pour se faire plaisir. Petit extrait. Petit nain, allez on y va. Allez, il y en a pas, on les regarde quand même. To honor the day I was born, my father named me Snow White. Little girl at a lonely well. This is his kingdom, with the same little tale to tell. He taught me to be fearless, fair, brave, and true. Is that a girl I'll ever know again? But she changed everything. Please, show mercy. Find his home and burn it to the ground. You were saying? Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? My queen, your beauty is beyond compare. But there is one. Her beauty grows from deep within. Snow White. She is as pure as snow. My parents always said this forest was a magical place. Is there anybody here? Wait! It's a human. What did you think I was? Nothing. Ghost. You'll be safe from the queen. Voilà pour Blanche-Neige, sans les 7 nains, mais on a pu apercevoir, j'attendais justement ce moment pour vous, pour qu'on puisse voir un petit visuel et puis voilà, bien comprendre que c'est loupé. Mais voilà, et là ça retourne tout Disney. C'est le gros problème de Disney, c'est qu'ils ont, à force, ils ont eu un gros succès en refaisant un live action. Ils se sont dit voilà, ils ont cartonné à l'époque avec Le Roi Lion, qui pareil, il m'avait pas plu. Il y en a un qui m'avait plutôt bien plu de live action qu'ils avaient fait, c'était celui. Non, c'est pas. Non. Ah ouais, c'était le livre de la jungle qu'ils avaient refait, qui était plutôt pas mal. Non, La Belle et la Bête, non, c'était pas, le design de la bête était affreux et Emma Watson joue comme un pied aussi. Et non, mais vraiment dans ce film-là, elle est pas bien. Et là, ils ont tiré, et en fait, ça a calmé la Disney vu que le film est un beat complet, est un four total. Ils avaient plein de projets qu'ils ont mis en suspens parce que ils se rendent compte que il suffit pas de. Si vous voulez voir Blanche-Neige, vraiment revoyez le dessin animé original, vous passerez un meilleur moment qu'en voyant ça, quoi. Bon voilà, la note Allociné c'est 2,1 sur 5, qui je trouve quand même sympa, parce que je pense que voilà, ça mérite. Non, on n'a pas le droit, On n'a pas le droit. Voilà, alors je rajoute je rajoute un 0,5. C'est une réalisation tout de même. Il y a des équipes qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre. On les respecte. Parce que Rachel Zegler chante à peu près bien, mais voilà. Sinon. Et les chansons, oui, c'est fidèle quand même au dessin animé ou pas du tout? Non, même pas. Il y a de la revue. Ils ont revu un petit peu. Ils ont essayé de réarranger. C'est loupé, quoi. Voilà, c'est loupé. Et puis après, il y a tout le côté, il y a tout un pan de gens qui ont vu ça, qui trouvent ça woke, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais je ne comprends pas comment ils ont pu se dire on va faire un carton avec ça. Blanche-Neige, c'est loupé, mais est-ce que Black Dog, que nous a vu Benoît, est mieux? Ben écoutez, c'est sorti le 5 mars dernier, ça va pas être pire. Blanche-Neige ou Noir Chien. C'est vrai. C'est vrai, quelle belle transition. Le star drame chinois réalisé par Grand. Si déjà t'as du mal avec les noms, je reviens de Chine en plus, donc que voulez-vous, c'est l'histoire de Lang qui revient dans sa ville natale aux portes du désert de
Gobi, alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants. Eh bien écoutez, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux, une rencontre qui va le marquer, voilà, marquer un nouveau départ pour tous les deux. Est-ce que ça vaut le détour, Benoît? C'est chouette. Largement. Les photos, j'ai entendu. Ça démarre avec un plan mais magnifique, donc dans le désert de Gobi, où il y a une nuée de chiens qui débarquent comme ça, alors qu'il y a un véhicule qui vient de tomber en panne en plein milieu du désert, et une nuée de chiens qui arrivent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, et tout de suite ça te pose les bases d'un film qui est vraiment superbe, parce que déjà le désert de Gobi se prête à mon avis très bien à la caméra, et ça crée tout de suite une espèce d'ambiance de western, parce qu'on a un personnage déjà qui est assez mutique, et on ne sait pas trop ce qu'il vient faire dans cette ville. On sait qu'il a été acteur, on va apprendre qu'il était acteur dans cette ville, qu'il s'est passé un drame, qu'il a été plus ou moins rejeté. Et donc pourquoi il revient, on ne sait pas trop. Et il va se prendre, il va se lier d'amitié avec un superbe lévrier. Et donc on est à l'époque des Jeux Olympiques donc, qui se sont déroulés en Chine. 2008. 2008. Et donc là on nous montre un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que le gouvernement chinois a voulu nous montrer la Chine sous son meilleur angle. Et là on voit tout l'envers du décor, la pauvreté dans les campagnes, etc. Donc c'est plutôt bien vu. Et on se laisse prendre totalement par cette histoire, par cette amitié avec ce chien. Les images sont vraiment super. C'est vraiment un film de festival parfait. Moi, j'ai passé un excellent moment et c'est sans doute un des plus beaux films que j'ai vu depuis ce début d'année. Justement, il est passé par le Festival de Cannes l'année dernière. Ah ouais, et il a remporté le prix Un certain regard. Ouais, mais ça m'étonne pas. Parce que c'est vraiment mérité. Du très grand cinéma. Ouais. Beau cinéma, donc à découvrir ce film avec une note hallucinée de 4,1 sur 5. Et quelle va être la note de Benoît? 4,5. 4,5, voilà. C'est un des plus beaux films que tu as vu. Ouais, je pense qu'il sera dans le top 10 2025, sans problème. Il y aura donc à la fin de l'année, on fera un petit bilan de tout ça. Allez, on change de salle, mais on n'y va pas justement pour terminer cette émission. Terminer les films, puisqu'on aura un petit hommage dans quelques instants par Cécile. Là, on va parler d'un film qui est débarqué, qui est sorti en salle dans son pays, mais qui est situé, tu l'as découvert sur Netflix. Oui. Ça s'appelle, je ne sais pas comment on doit dire. RRR. On dit RRR, on dit pas parce que ça donne l'autre. Non, ça c'est des Robin des Bois. Sorti début des années 2000, Chabat. C'est nul ça. Jamais aimé ce film. Ah, moi j'aime pas non plus. C'était particulier. Pourtant j'adore Chabat, j'aime. Très bizarre. Mais alors, c'est nul. Très bizarre. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais bon voilà. Ou RRR, comme tu dis, Fred, effectivement. C'est donc un film à découvrir sur Netflix, film d'action historique réalisé par SS Rajamouli. Comment tu dis ça? Rajamouli. Ah mais c'est vrai parce que tu me l'as marqué, hein. C'est vrai que tu m'as dit que c'était un réel coup de cœur ce film-là, c'est pour ça que tu voulais nous en parler aujourd'hui. Écoute, c'est un film indien, je te laisse en parler mieux que tout le monde puisque je sens qu'il y a quelque chose en toi qui a adoré. Ça va être dur de résumer ce film, c'est un film qui dure plus de 3 heures, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau visuellement, mais qu'est-ce qu'il est beau dans l'histoire, qu'est-ce qu'il est beau dans l'acting des joueurs, dans le storytelling de ce film. Tout est magnifique. C'est un film qui est sorti en 2022 et j'en avais beaucoup entendu parler. Et c'est vrai qu'il a débarqué là il y a à peine quelques semaines sur Netflix et quand j'ai vu qu'il arrivait, j'ai sauté dessus et depuis je bouffe ce film, j'adore ce film, je suis tombé amoureux de ce film. Ça m'a refait aimer le cinéma indien. Comment vous résumer? Donc c'est un film qui se passe dans les années 20, donc en pleine colonisation anglaise. Et en fait, ça parle de 2 personnages qui sont des figures historiques révolutionnaires de ces années-là. Et en fait, le réalisateur a voulu voir ce qui se serait passé si ces deux-là s'étaient rencontrés. Sauf que ça c'est pas, voilà, ça reste fictionnel, etc. Donc l'histoire en fait est très simple. Ça commence par le gouverneur anglais, donc qui gère la province, qui enlève une petite fille dans la jungle avec sa femme pour la ramener chez lui. Et en fait, donc un des personnages principaux est le protecteur de cette tribu et va dire, il va vouloir retrouver cette fille et la ramener donc dans sa tribu. De l'autre côté, on a le personnage de Ram, qui lui est un homme qui fait partie de la police impériale. Donc c'est un Indien, mais qui est au service des Anglais. Et donc, sachant que l'autre veut revenir récupérer la petite fille, le gouverneur anglais va lui dire « toi, tu vas arrêter cet homme-là ». Donc, ces 2 hommes qui n'ont absolument rien à voir vont finalement se rencontrer, mais sans savoir qui est l'autre, va naître une amitié
entre les deux qui est magnifique. Ça, j'ai rarement vu une amitié entre hommes être filmée comme ça. On est à la limite de l'homosexualité, vraiment. C'est une bromance dingue. Ce n'est pas sale. Non, ce n'est pas sale, mais c'est magnifique. Cette amitié tellement forte entre ces deux-là, elle est extraordinaire. Sauf que à un moment donné, l'autre va savoir qui est et ça va être déchirant. Il y a une scène de torture, mais qui est à pleurer parce qu'en fait, chacun de leur côté a un plan caché, c'est-à-dire que notamment l'officier a lui le projet de noyauter tout ça de l'intérieur et en fait il veut armer, il veut participer à la révolution, mais pour que son plan marche, il faut pas qu'il le dise à son meilleur ami, donc il va vraiment devoir jouer le rôle à fond, sauf qu'à un moment donné il va se faire démasquer, donc là c'est l'ami qui va apprendre ce qui s'est passé, qui va dire mon Dieu mais je suis passé complètement à côté, qui va aller le sauver. Ils se battent des fois l'un contre l'autre, ils vont se battre ensemble. Rajamouli filme tout ça à la caméra numérique, il y a des plans mais d'une beauté hallucinante, toutes les 3 minutes il y a un plan qui est marquant, c'est magnifique. Alors après ça part dans tous les sens, c'est complètement, notamment dans l'action, c'est complètement décomplexé, hein. Le film dure 3 heures mais on les voit pas passer. Le seul petit bémol que je peux avoir, c'est ils ont casé une romance vers le milieu du film entre Bim, un des personnages principaux, et une anglaise, mais c'est éjecté au bout de 10 minutes. Pour des films de Bollywood, on peut se dire, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chants. Là, il y en a pas tant que ça. Il y a une scène au milieu, mais la chorégraphie est dingue entre les deux. Et d'ailleurs, la chanson, et c'était une première pour un film indien, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour cette chanson Natu Natu. Mais la chorégraphie est absolument dingue, c'est merveilleux. C'est un film que... Voilà, il y a un personnage qui est plutôt relié à l'eau, l'autre qui est relié au feu, et ça donne des arrière-plans qui sont magnifiques vous voyez ce film vraiment, les 3 heures, vous n'allez pas les voir passer, je le conseille réellement à tout le monde. Le seul petit problème que je peux avoir aussi avec Netflix, c'est qu'il n'y a pas la version originale. C'est-à-dire que ça a été tourné en un dialecte indien qui est, alors j'ai peur de me tromper, c'est le tamoul, je crois, voilà. Et en fait, il n'y a pas la version originale, donc là on l'a en hindi sur Netflix. Mais voyez-le en hindi parce que ce sont les acteurs qui ont eux-mêmes doublé parce qu'ils parlent les 2 langues. Mais voyez vraiment ce film RRR, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'image, des acteurs, tout est quasiment parfait. Et je donne déjà ma note, je lui mets 5. Voilà. Je valide. On aurait envie de le voir en salle, quoi. J'ai regretté de ne pas l'avoir vu en salle. Mais il est sorti. Il est jamais sorti. Non, il est jamais sorti. Il est jamais sorti. Un titre comme ça, on s'en souvient. Jamais sorti en salle et c'est dommage parce que sur un grand écran IMAX, des images comme il y a là. Les films Bollywood, de toute façon, il y a une image toujours. Et c'est le troisième. Il a eu un succès à l'international qui est complètement dingue. C'est le 3e film le plus exporté, qui a le plus succès. Et d'ailleurs, un des premiers films était aussi signé Rajamouli. Mais ce film-là, les 2 acteurs sont extraordinaires. Vraiment, en tout cas, tu le vends bien. Moi, c'est clair. Je crois que je vais me précipiter ce soir. Il dure 3 heures. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, justement, je te conseillerais de prendre le temps de bien le voir. Dimanche après-midi. Voilà. Après. Et il y a des flashbacks qui sont très touchants aussi. Enfin voilà, il y a un côté Nolan aussi. Des fois, on se retrouve dans une scène, on se dit mais attends, on est où là? Et en fait, on se rend compte un peu plus tard qu'on est dans le passé, que ça va raconter. Et tu comprends et que tout va te... Non mais tout se met en place et au bout des 3 heures, tu ressors de ça, t'as qu'une envie, c'est de le revoir. Et la chanson, vraiment, Natu Natu, je l'aime tellement, je l'ai mise en sonnerie de portable. Je comprends. Je comprends. Non, je l'ai pas mis en sonnerie, mais je comprends. Moi, je l'avais vu il y a quelques années, donc je m'en souviens plus très bien, mais effectivement, j'en entendais tellement parler, et il sortait pas en France que voilà, j'ai un peu contourné pour le voir. Et donc je me souviens pas de tout, mais je me souviens, il y a des décors fous, des costumes fous, la scène de danse Natu Natu, elle est incroyable, elle est incroyable, et pourtant je déteste ça à la base, je le rappelle. Donc vraiment, c'est fou. Je crois qu'il y a une vie qui change. On reconnaît plus Jérôme. C'est pas le Jérôme que j'ai rencontré il y a 3-4 ans. J'ai noté une phrase et je voulais la dire. Il y a même des effets pyrotechniques qui font passer le dernier Michael Bay pour une comédie romantique. Vraiment, c'est un truc de fou. Oui, les scènes d'action sont
incroyable, c'est dantesque, il y a des ralentis de fou, t'as soit des travelling qui vont super vite mais qui sont maîtrisés, soit des ralentis homériques, vraiment à un moment donné un des personnages sort de l'eau, mais tu vois la moindre petite goutte tellement c'est c'est fou. Une simple course-poursuite à moto au début du film, ça prend des proportions dingues. Ah, c'est complètement décomplexé. C'est pourquoi ils ont donné un titre aussi qui fait pas envie, quoi. Ça donne pas envie. Alors, il y a deux trucs. Il y a RRR. Alors, il y a deux trucs. Alors, ça peut être en fait les initiales du réalisateur et des deux acteurs principaux. RRR. Mais ça veut dire aussi, j'ai plus le nom, mais je sais que c'est Rise. Enfin voilà, et ça veut dire en gros se soulever, révolutionner. Enfin voilà, c'est un rapport à ça. C'est vrai. En tout cas, vous l'avez très bien vendu. Peut-être que ça vous donne aussi envie de découvrir ce film. Il a quand même une note sur Allociné, puisqu'il est présenté quand même avec un 4,1 sur 5. Mais si vous ne connaissez pas le cinéma indien, ça peut être une très bonne introduction pour s'intéresser à ça, vraiment. Oui, non, c'est vrai, peut-être. Bah écoute, on va regarder. On est curieux, Benoît, on est curieux. On va regarder ça et peut-être que vous allez regarder grâce à l'émission et vous nous donnerez vos avis en commentaire de nos vidéos. On rappelle que les émissions sont en replay disponibles sur YouTube, Facebook et également sur Instagram où on vous tease un petit peu ce qui se passe dans notre émission. Et on va terminer avec un hommage que Cécile voulait rendre à la merveilleuse Émilie Duquesne qui nous a quittés il y a quelques... Duquesne. Ah oui, c'est Duquesne. Duquesne, c'est Monsieur Duquesne, c'est dans Les Déchiens. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pas le moment de faire une terre. C'est pas la même famille. Ah, quel hommage, Émilie Duquesne. Oui, Émilie. Non, je vais pas en parler longtemps, mais c'est vrai que c'est une actrice qu'on avait tous découvert dans Rosetta, des frères Dardenne. Le premier plan de Rosetta est absolument extraordinaire. Elle incarne la colère. Enfin, c'est en caméra portée. Elle va se faire licencier. Bon, c'est extraordinaire. Alors, Rosetta, ça raconte quand même l'histoire de cette jeune fille qui veut assassiner son rival, qui peut prendre potentiellement sa place pour vendre des frites dans une baraque à frites. Il y a des enjeux forts. D'accord. Et puis c'est une actrice que j'ai suivie, qui m'a bouleversée. Alors on en a assez peu parlé dans les différents hommages récents, mais un film de Joachim Lafosse qui s'appelle Perdre la raison, où perdre la raison. Bon, où elle joue l'histoire d'une mère qui tue ses enfants, qui tue tous ses enfants. C'est 5 enfants, bon, qui tombent dans la dépression, et il y a un moment, il y a une scène dans une voiture où elle est au volant. Elle est filmée en plan fixe, en plan séquence, ça dure 5 minutes, et il y a la chanson de Julien Clerc. On est en train de Julien Clerc. Je propose qu'on regarde l'extrait et on revient dans quelques instants. Je vous aime, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile. Certaines paroles de la chanson semblent résonner plus que d'autres pour elle. Difficile. Oui, difficile. Perdre la raison, voilà, Julien Clerc que vous adorez, vous deux, on l'a entendu. Et en fait, la chanson commence, elle est normale, et puis elle va petit à petit s'effondrer, terminer en sanglots, mais c'est une performance d'actrice absolument incroyable. Et maintenant, Julien Clerc, quand j'entends Femme, je vous aime, je pense à... Il pense à tuer ses enfants aussi. Voilà, bon, oui. Mais je crois que j'ai toujours dit Duquesne, c'est pour ça que je le dis. Non, mais quelle perte pour le cinéma francophone, parce que c'était belge. Et dans Rosetta, elle avait eu le prix d'interprétation. À Cannes, oui. Son tout premier film. Elle avait 17 ans. 17 ans, voilà. Il y a eu un flot d'hommages à son décès qui était hallucinant, mais vraiment de plein d'acteurs, d'actrices, de gens du cinéma. J'en ai rarement vu autant en fait. Oui, parce que c'était pas une actrice de premier plan. Non. Et elle a eu vraiment l'hommage comme si c'était Deneuve qui était décédé, quoi. C'est vrai.
Comme quoi, je pense qu'elle devait vraiment être sincère sur les tournages et elle a marqué toute la profession du cinéma. Quoi. Puis puis elle avait médiatisé sa maladie aussi. Ouais, elle l'avait médiatisé. Moi, je l'avais découvert comme beaucoup, pas avec Rosetta. Moi, c'était avec Le Pacte des loups de Christophe Gans, dans lequel elle était, où c'était vraiment un film un peu plus grand public, où là, où pareil, elle a été extraordinaire dedans. Et puis des films avec Bakri comme La femme de ménage aussi, où elle est très très bien dedans. Mais voilà, c'est triste à dire, mais profitez pour redécouvrir les films dans lesquels elle a joué, parce que c'était... La vie est courte. Oui, bah oui, mais parce que elle a un talent, elle avait un talent de dingue, vraiment. Jérôme. Pareil. Oui, pareil. Mais surtout le pacte des loups. Non, le pacte des loups. Le pacte des loups. J'adore le pacte des loups et tout. Mais malheureusement, j'ai pas vu grand chose de ces autres films. L'année dernière, elle a joué dans un film post-apo qui est très mauvais, assez mauvais. Mais j'avais été le voir pour elle et franchement, elle était impeccable dedans. Non, le film est pas ouf, ouais, mais voilà. C'est pas celui avec Guillaume Canet aussi? Non, c'est pas acide, c'est survivre. C'est survivre, ouais. C'est assez étonnant comme pitch, comme film post-apo. Moi, j'avais bien aimé, il y avait des bonnes idées, il y avait, voilà. C'est pas un grand film, mais moi, j'avais trouvé ça sympa. C'est vraiment pas un grand film. Mais j'ai pas vu grand chose d'autre de ce qu'elle a fait, je vais être honnête. C'est pour ça que je me suis permis. Pas loin, on peut pas être partout. Exact. On peut pas être dans l'espace. On peut pas être fan de Robbie Williams et... C'est la preuve. C'est vrai. Mais va découvrir la filmographie. Oui, il faut. Dès ce soir. Dès ce soir, dès ce week-end, tu vas voir tous ces films ce week-end. Tu vas bouffer Emily de Ken. Voilà, quand on rend hommage, on essaie de le faire bien. Voilà, désolé. Merci Cécile pour cet hommage dans cette émission. On en fait tout un cinéma, c'est fini pour cette fois. Déjà, ça passe trop. Mais qu'est-ce que ça passe? Pas du tout. C'est fou ça. C'est incroyable. Mais j'espère que c'est de même chez vous. En tout cas, vous en rendez-vous très vite pour de nouvelles émissions. Pour vous cinéphiles, voilà, on se retrouve entre nous pour parler cinéma. Et vous nous donnez vos avis et vous nous retrouvez sur nos pages. On est sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Vous nous trouvez avec On en fait tout un cinéma. Vous likez et vous commentez surtout. On veut lire vos avis. À très vite. Merci encore à tous les quatre. Merci à ceux qui sont derrière la caméra. Andy et Lou qui nous ont réalisé cette belle émission encore une nouvelle fois avec vous. Et on a hâte d'être à la prochaine fois pour continuer à commenter tous ces films. Portez-vous bien et bonne séance de ciné. Salut. Salut.